Est-ce que c'est vrai que l'anglais est une langue beaucoup plus efficace que le français et que le français, c'est seulement quelque chose de lourd et d'inefficace? C'est un préjugé au sujet du français et de l'anglais qu'on entend très souvent. Et puis, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette petite vidéo à l'intention des non-traducteurs pour une fois, avec un petit exemple pour démontrer que ce n'est pas le cas. Je vais en même temps en profiter pour montrer à quel point la traduction, contrairement à ce qu'on pense, c'est un art qui est difficile, puis c'est un art qui est complexe. Alors, qu'est-ce qui fait que on a souvent l'impression, puis on entend souvent dire que l'anglais est plus efficace que le français? Bien, c'est justement que, surtout au Canada, en tout cas, on est entouré de textes, de citations, de publicités, de documents qui sont traduits et souvent mal traduits. Et quand on reste trop proche collé sur l'anglais, on a toujours l'impression que justement l'anglais est plus efficace que le français. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Le prétexte de ma vidéo, c'est une phrase que j'ai trouvée dans un livre que je suis en train de lire. C'est un livre qui est écrit en français par une personne qui n'est pas traductrice, mais qui a quand même une bonne instruction universitaire, qui connaît bien l'anglais, qui connaît bien le français, qui a une formation en criminologie et qui a écrit un livre dont je ne pas la personne ni le livre, ça n'a pas d'importance, mais je suis tombé sur une citation. Donc, cette personne-là cite une phrase d'un rappeur qui est décédé aujourd'hui, que moi, je ne connaissais pas, qui s'appelle Tupac Shakur. Et elle le cite en anglais et elle donne ensuite sa traduction française que je vais vous montrer dans un instant. On va commencer par la regarder en anglais. Ce pas des mots qui sont difficiles à comprendre. My mom always used to tell me, if you can't find something to live for, you best find something to die for. C'est un livre qui parle des djihadistes. Donc, Tupac Shakur, moi, je ne le connaissais pas. Et la personne donc, qui a écrit le livre propose une traduction libre. Alors ça, c'est intéressant. Les gens qui ne sont pas traducteurs vont souvent proposer leur propre traduction en écrivant traduction libre comme pour se protéger, ce qui ne va pas forcément garantir l'efficacité de la traduction. Alors, la traduction qu'il nous propose est celle-ci. Ma maman me disait toujours, si tu ne trouves pas une raison de vivre, il est alors préférable de trouver quelque chose pour lequel tu es prêt à mourir. Donc, c'est très évident, on le voit tout de suite, c'est beaucoup moins punché que l'anglais. Ça ne ressemble pas du tout à une phrase de rappeur. C'est presque 2 fois plus long que l'anglais. Donc, encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à la personne qui a traduit ça. Ce n'est pas une traductrice professionnelle. Cela dit, même dans les traductions professionnelles, souvent, on voit des choses qui ressemblent à ceci. Alors, on remarque tout de suite, le sens n'est pas en cause. Hein. Ce n'est pas un problème de sens. La personne a bien compris le sens. Le problème, c'est le style. Et encore une fois, quand on a l'impression que l'anglais est plus efficace, ben, ce genre de traduction-là nous encourage à penser ce genre de choses-là. Ce que je veux vous montrer, comme traducteur, en tant que traducteur qui a 35 ans d'expérience et qui réfléchit à ça depuis tout ce temps-là, c'est qu'en réalité, si on veut faire une bonne traduction qui va vraiment faire honneur au français, qui ne va pas faire honte au français, qui ne donnera pas l'impression que le français est à la traîne de l'anglais, que le français n'a pas les moyens d'exprimer les choses aussi efficacement que l'anglais, il faut casser le moule. Il faut éviter de suivre l'anglais pas à pas. Les gens disent tout le temps, moi, je ne traduis pas mot à mot, il ne faut pas traduire mot à mot. Les gens qui traduisent mot à mot sont très, très rares. On traduit mot à mot quand on est débutant, quand on commence dans une langue, mais traduire mot à mot, ne pas traduire mot à mot, ce n'est pas vraiment un exploit en soi. Par contre, ce que beaucoup de traducteurs font, et surtout s'ils ne sont pas professionnels, c'est de traduire ce que j'appelle pas à pas. C'est-à-dire qu'ici, on ne change pas un mot pour un autre, mais on suit quand même l'anglais dans son ordre logique. Le problème, c'est que la syntaxe du français n'est pas comme l'anglais. C'est quoi la syntaxe? La syntaxe, c'est, disons, les règles de grammaire, je simplifie là, pour les non-linguistes. C'est des règles qui font que on ne peut pas agencer les mots de la même façon comme on veut en français comme en anglais. Alors, on est obligé de d'étoffer un petit peu, d'en rajouter toujours un petit peu à mesure qu'on avance. Ce qui donne ce résultat-ci, si tu ne trouves pas qu'il y a une raison de vivre, il est alors préférable de trouver quelque chose pour lequel tu es prêt à mourir. Donc, c'est évidemment pas, c'est pas très convaincant. Alors, comment faire une bonne traduction? Eh bien, le bon traducteur, ce qu'il va faire, c'est s'éloigner de tout ça et non seulement chercher à traduire le sens, mais il va chercher à traduire la phrase avec son style, en préservant le plus possible le style punché qu'il y a en anglais. Évidemment, ce n'est pas facile, surtout pour une phrase comme celle-ci, et pourtant, la phrase a l'air très banale en anglais, elle n'est pas difficile à comprendre. Je vous propose une chose, donc je donne une proposition. Ma mère disait toujours, quand on a l'impression de vivre pour rien, autant mourir pour quelque chose. Alors, on pourrait faire des critiques à cette phrase-là. C'est sûr que si on reprend chacun des détails du sens de l'anglais, il y a peut-être une ou deux choses, une ou deux pertes, comme on dit en traduction, qu'on a subies. Mais le gain est énorme parce que là, ici, on a une phrase qui a vraiment du punch, une phrase qui aurait pu être écrite en français.
Alors, on voit quelques petits détails ici, par exemple, notamment le you qui est un piège important. Le you qui était traduit par tu. Je comprends, c'est sa mère qui lui parle, donc c'est logique. Le you, bon. Mais très souvent, ce you-là, en fait, c'est un on. Le français a des ressources qui lui sont spécifiques, qui n'existent pas en anglais. Et quand on traduit, le truc, c'est d'aller chercher ces ressources-là qui sont spécifiques au français, qui vont faire que le français a des moyens, lui aussi a ses propres moyens de créer des phrases qui sont courtes puis qui sont efficaces. Et le on est une de ces façons-là. D'ailleurs, le on, donc, c'est spécifique au français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe pas en anglais. On, ça n'existe pas en anglais. Il y a un mot pour traduire on, c'est one, mais c'est très, 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 très rare qu'on l'utilise. On va le voir souvent dans des sentences un petit peu littéraires, des choses comme ça, des exemples linguistiques. C'est très rare. Souvent, le on va être traduit par un passif aussi, mais je ne vais pas entrer dans les détails techniques ici. Mais souvent, le on va aussi être un you, très, très couramment. Donc, le traducteur, son travail, c'est de penser au on, par exemple, quand il y a un you. Alors, je vous remonte la phrase. Ma mère disait toujours, ma maman, bon, ma maman, je sais qu'en France, on dit plus souvent ma maman qu'au Québec. Personnellement, je pense quand même que j'aurais écrit my mom soit par ma mère. Il me semble que c'est vraiment ce qu'on dirait en français, ma mère disait toujours. On pourrait aussi dire maman disait toujours, mais il me semble, en tout cas au Québec, c'est pas quelque chose qu'on entendrait, surtout pas dans la bouche d'un rappeur. C'est ma mère disait toujours. Alors, le if devient quand on a l'impression de vivre pour rien, autant mourir pour quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une façon de dire la chose qui crée un effet stylistique par le parallélisme ici. Vivre pour rien, mourir pour quelque chose. Et c'est effectivement ce que l'anglais avait fait, mais avec sa propre syntaxe. Something to live for, something to die for. Donc, c'est à la fois, c'est un petit peu comme l'œuvre de Christophe Colomb. C'est simple, mais il fallait y penser. C'est à la fois simple et compliqué. Tout ce que je veux vous dire ici, c'est que si vous avez l'impression, parce que je sais que ça arrive, les gens aussi souvent qui sont bilingues essaient eux-mêmes de traduire en français des choses qu'ils voient en anglais. Ils vont dire, mais comment ça se fait que c'est si simple en anglais? Puis c'est relativement compliqué en français. Alors, c'est parce que c'est un métier, c'est une profession, c'est un art. C'est pas n'importe qui peut y arriver, à moins d'avoir un talent naturel. Donc, mon message principal ici, c'est si vous avez du mal à traduire une phrase de l'anglais vers le français, ce n'est pas le français qui est en cause, c'est vous. Donc, en fait, c'est pas vous non plus, c'est la difficulté que représente la traduction en tant que telle. Alors, de grâce, arrêtez de dire que le français, c'est une langue qui est par définition plus lourde ou moins efficace que l'anglais. C'est juste une question de savoir utiliser le français avec ses propres ressources. Je vous donne un seul exemple. Ça fait 35 ans que je suis traducteur, j'aurais pu vous en donner des centaines. Okay? Toute ma vie, j'ai passé ma vie, tous les jours quand je traduis, je fais ce genre de choses-là, d'essayer de trouver, et mes collègues traducteurs, traductrices aussi, de trouver la façon la plus naturelle de dire les choses. Mais de grâce, arrêtez de répandre le préjugé défavorable au français, comme quoi le français serait moins efficace que l'anglais. Il s'agit juste de bien connaître sa langue pour l'utiliser efficacement et comme ça, tout le monde va être heureux. Le français est une belle langue, l'anglais est une belle langue, les deux sont des belles langues et puis les deux sont efficaces.